Connaissez-vous l'histoire du rat des villes et du rat des champs? Le rat des champs mène une vie paisible mais ne peut pas manger à sa faim comme le rat des villes. Le rat des villes, quant à lui, a accès à de la nourriture de premier choix, mais est soumis aux dangers de la ville. Si vous avez vu le film, vous la connaissez déjà bien sûr. Mais pourquoi cette simple métaphore résonne dans notre tête même après être sorti de la salle? La réponse, car cette simple métaphore, qui revient tout au long du film, est la transposition parfaite de la relation entre Denji et Rez. Mais en quoi leur relation image à la perfection cette petite histoire de rat? Extrait des fables d'Ésope pour les intimes. Et pour ceux qui se demanderaient, ce podcast ne contient aucun spoiler et ne parlera que de ce qui a déjà été adapté en animé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la suite du manga, vous pouvez rester. Tout d'abord, expliquons les deux visions des rats des villes et des champs. Le rat des villes se caractérise par son envie, ses désirs, qu'il veut atteindre à tout prix, peu importe le risque, même contre sa propre vie. Le rat des champs, en revanche, se caractérise par le fait de mettre ses désirs et ambitions de côté pour son propre bien et sécurité, une vie de paix. En narration, les personnages ont généralement un désir et un besoin. À mon sens, la métaphore des rats nous montre cet écart. Denji, le rat des villes, aveuglé par son envie, en l'occurrence Makima, qui symbolise tous les désirs de Denji et qui lui permet d'avoir cette vie rêvée, 3 repas par jour et un lit confortable pour dormir, qui n'est en fait que le strict minimum. Et Rez, le rat des champs, qui ne cherche rien d'autre que d'échapper au système pour être en paix, ne plus jamais avoir à obéir à quelqu'un et enfin être libre. Quand Rez lui propose de partir avec elle et offre donc la possibilité à Denji d'enfin vivre en paix sans devoir se battre pour sa vie chaque jour, Denji refuse car il ne peut se résoudre à laisser le confort qu'il a toujours désiré et sa relation avec Makima derrière lui. De plus, pour lui, risquer sa vie pour ses désirs aussi simples est presque normal, car il se bat pour sa vie depuis l'enfance et a toujours vécu dans la misère. Donc, il n'arrive plus à voir la différence de valeur entre ce qu'il met en jeu et ce qu'il y gagne. Et Makima n'arrange pas les choses en embrouillant son esprit avec toutes ces belles promesses qu'elle lui fait. Denji n'arrive plus à voir son besoin. Et Rez, qui voyait à travers Denji la possibilité de vivre heureux ensemble, n'ayant plus d'autre option, se réfugie dans le protocole inculqué dans son enfance. Elle met de côté ses sentiments et retourne à sa mission première, récupérer le cœur de Denji pour la Russie. Elle perd encore plus espoir quand il apprend que l'autre fille pour qui il hésitait était Makima, qu'elle traitera de sorcière tout en ajoutant que si Denji est vraiment tombé sous son joug, alors il est perdu. Car Makima représente le système et le contrôle. Elle manipule Denji en lui faisant miroiter tous ses désirs. Elle le possède totalement, désignant Denji comme esclave à la fois de ses désirs mais aussi du système. Cependant, à la fin du film, Denji, qui a déjà une victoire très symbolique sur Riz, il la bat quand même en l'enlaçant, je le rappelle, décide quand même de choisir Rez. Pendant un bref instant de lucidité, il arrive à voir ses besoins et surtout l'amour véritable qu'il éprouve pour Rez. Avec elle, plus de manipulation ou de conditions pour obtenir quelque chose d'elle. Ce serait simplement un amour sincère et sans arrière-pensée, mais ce changement d'avis ne vient pas seul. Il est trop tard, Rez ne peut plus partir avec Denji. Elle lui ment sur ses sentiments en disant qu'elle n'en a jamais eu, même si en tant que spectateur, on voit que c'est faux. Sinon, elle ne rirait pas autant de bon cœur à sa blague juste après, et elle lui aurait pris son cœur dès leur première rencontre. Peut-être aussi pour le protéger, elle l'immobilise avant de partir. Mais devant le train, elle doute. Et à défaut de vivre une vie de rat des champs avec lui, elle décide de faire un compromis pour celui qu'elle aime, et d'essayer de vivre une vie de rat des villes avec lui. Mais un chien va lui tomber dessus. Makima ne lui laisse même pas une chance de rejoindre Denji, et exécute le pauvre rat des champs. Et c'est dans son dernier soupir qu'elle avoue ne jamais être allée à l'école elle aussi. Leurs aspirations étaient trop différentes. Le rat des champs et celui des villes ne pouvaient pas être ensemble. L'histoire de Denji et Rez est une véritable tragédie romantique. Une histoire à la fois déchirante et magnifique qui raconte l'histoire de deux personnes qui tombent amoureuses, mais dont l'amour est voué à l'échec. Denji et Rez, deux destins parallèles, deux personnages outils de leur pays respectifs, n'ayant jamais eu d'enfance ou de vie normale. Dans d'autres circonstances, ils auraient pu être ensemble et vivre la vie qu'ils méritaient de mener. Mais malheureusement, le monde horrible dans lequel ils sont les empêche d'être heureux ensemble, victimes de la société dans laquelle ils évoluent et qui les dépasse. Rez est morte à cause de sa naïveté due à son amour, qui se heurtera à la cruauté du monde symbolisé par Makima, un rêve inaccessible au cœur du chaos de ce monde. Cette métaphore de rat des villes et des champs est aussi visible chez d'autres personnages. Aki est comme Denji, un rat des villes. Esclave de son désir de vengeance, il est prêt à mourir pour en finir avec le démon flingue et venger sa famille tuée par ce dernier. Le démon ange, quant à lui, se considère comme un rat des champs, il veut juste sa tranquillité et l'apaisement. Mais comme il le dit lui-même, il sera malheureusement trouvé avant par Makima, et deviendra également un esclave du système, contre son gré. C'est pourquoi la mort ne le dérange pas, car cela lui apporterait la tranquillité qu'il désire. Mais lorsqu'il décidera d'abandonner sa vie lors du combat, Aki lui tendra la main et lui expliquera que s'il veut mourir, il n'a qu'à le faire hors de sa vue, ayant déjà vu trop de gens mourir. Une manière de lui dire qu'il n'est pas seul dans cette galère, et de lui redonner espoir. Mais ce qui contribue à sublimer et rendre la relation de Denji et Riz encore plus touchante et déchirante, sont l'excellente utilisation des outils qu'offre le cinéma par rapport au manga. Ce qui fait du cinéma sa force. La mise en scène, le
le jeu des plans, la musique et aussi, dans le cas présent, l'animation. Pour moi, une bonne adaptation animée, c'est une adaptation capable de transcender le média de base et de procurer des émotions, même en connaissance de ce dit média. Et on peut dire que pour Chainsaw Man, il s'agit en effet d'une réussite totale. Déjà, à la différence d'un certain Demon Slayer, la forteresse de l'infini, il n'a pas de film que le support, et est réellement un film. C'est-à-dire le développement d'une seule et même histoire avec un début, un milieu et une fin. Là où Demon Slayer est plutôt comme une succession d'intrigues indépendantes attachées entre elles. Mais détrompez-vous, j'ai beaucoup aimé Demon Slayer, mais c'est pas un film, voilà tout. J'aimerais commencer par aborder la scène de la piscine, pendant le rendez-vous à l'école. La meilleure scène du film, pour moi. C'est la scène qui m'a le plus procuré d'émotions, et l'une des scènes les plus complètes techniquement. Tout d'abord, les mouvements des deux protagonistes qui sont d'une fluidité incroyable, on dirait du 60 images secondes, mais aussi le jeu de plan et la mise en scène. Le moment où Denji saute dans la piscine, il y a une alternance de plus en plus rapide entre les plans sur Rez et Denji, et les plans sur Rez de plus en plus zoomés, qui illustrent son doute face à la demande de Rez, qui prend de plus en plus de place jusqu'au moment où il saute. Et là aussi, la caméra qui suit la course ultra fluide de Denji depuis le ras du sol, afin de se retrouver en plongée lorsqu'il se retrouve dans les airs. Cela montre son manque de confiance et d'expérience par rapport à la nage, puis la caméra en plongée qui souligne le fait qu'il n'est plus question de confiance car il va atterrir dans la piscine. Le gros plan sur l'œil de Rez avec le reflet de Denji dedans souligne ce moment intime et complice entre eux. Et puis l'animation de l'eau qui est absolument sublime. Les coupures entre les plans et tous les ralentis pendant qu'ils jouent dans l'eau qui, en plus de rejoindre cet aspect d'être en lévitation par rapport au fait qu'ils sont dans l'eau, permet d'imager un instant hors du temps, une petite pause de joie, tout ce qu'il y a de plus pur dans leur monde cruel. Et cette sensation de moment hors du temps est amplifiée et encore plus soulignée dans la scène du rendez-vous au festival, avec un ralenti plus puissant, une musique prenant encore plus le pas sur l'instant, et un jeu de profondeur parfaitement maîtrisé. Cela nous offre une véritable valse hors du temps entre eux, qu'ils auraient préféré qui ne s'arrête jamais. Il y a évidemment les scènes de combat qui sont admirables de bout en bout sur tous les points, que je ne détaillerai pas en profondeur ici car ça prendrait beaucoup trop de temps tant elles sont riches. Pour finir sur cette analyse visuelle du film, j'aimerais aborder le plan sur le papillon et l'araignée que l'on a durant le rendez-vous à l'école. J'ai vu des gens dire que l'araignée et le papillon étaient là pour montrer Rhys comme un danger approchant et enfermant Denji dans sa toile, et dire que c'était un ajout malheureux qui vendait un peu trop la mèche sur les vraies intentions de Rez. Sauf que je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Car il faut rappeler qu'à ce moment-là, Rez n'avait pas l'intention de prendre le cœur de Denji et avait succombé au sentiment qu'elle avait pour lui. Sinon, elle ne se serait pas donné la peine de faire toutes ses sorties et de passer tous ces moments avec lui. Je pense au contraire que la métaphore du papillon et de l'araignée montre Rez sous les traits du papillon enfermé dans la toile du système. Et que malgré ses sentiments et sa profonde envie d'être heureuse avec Denji, cela est perdu d'avance. Car le système et sa mission, qu'elle le veuille ou non, la rattrapera au final. Ce qui fait écho à la métaphore du rat des champs piégé par la ville contre son gré, et souligner l'inévitabilité de l'échec de leur amour. En conclusion, malgré ma lecture du manga, le film m'a marqué et fini d'établir un arc de Chainsaw Man qui faisait déjà partie de mes arcs préférés, comme mon arc préféré de l'œuvre. Il m'a fait redécouvrir avec un œil nouveau la beauté mais aussi la mélancolie de cette histoire. Peut-être l'une des plus belles tragédies romantiques modernes. Tout ça dépeint à travers l'univers si unique de Chainsaw Man, comment est-ce que les aspirations divergentes de deux âmes qui s'aiment dans un monde hostile peuvent mener à un tel drame. Mais de ce film, plus que la tristesse, je retiens les moments de joie et d'espoir, où plus rien n'avait d'importance que ces simples moments ensemble. Et vous êtes plutôt un rat des villes ou un rat des champs ?